Il est 20 h, bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. D'abord, le titre d'ici soir. Une délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo chez le président de la RDC. La dite délégation a voulu partager la conclusion de consultations menées auprès de différentes parties impliquées dans la crise dans l'Est de la RDC. Le résumé de leur échange dans un instant. Dans 3 mois, le marché central de Kinshasa, connu Zondu, sera opérationnel dans sa forme New Look. 5000 étalages, restaurants de plus de 200 places, chambres froides, magasins et dépôts attendent ses occupants. Le gouverneur Daniel Bumba Lubaki a inspecté le lieu. À suivre également à la une de ce soir. Dans le chapitre santé, 5 à 7 personnes dans le monde peuvent bénéficier d'une greffe d'organes vitales pour chaque donneur décidé prélevé. C'est 22 juin et est une date incontournable pour parler du don d'organes et de la greffe, une journée de reconnaissance aux donneurs. Le corps de cette édition. Focus spécial sur hier de chercher des astuces pour traverser d'un bout à l'autre. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le titre. À toutes et à tous, bonsoir. D'abord, l'actualité. Le prince de l'église chez le président de la République. Une délégation composée de responsables de la SANCO et de l'ECC a échangé avec le garant de la nation. Une autre audience, toujours à la Cité de l'Union africaine, c'est celle accordée au chef d'état-major de l'armée ougandaise. Voici le résumé de ces différentes rencontres. Pour la deuxième fois en l'espace de 4 mois, les responsables religieux catholiques et protestants sont venus à la rencontre du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette fois-ci pour lui présenter le rapport d'information relatif aux consultations menées à leur propre initiative auprès des différentes parties impliquées dans la résolution de la crise qui sévit dans l'est du pays. Comme le 3 février dernier, c'est suite à sa demande que la délégation conjointe SANCO-ECC, conduite cette fois-ci par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SANCO, a souhaité partager les conclusions de sa tournée au garant de la nation. Quand nous sommes venus la première fois présenter au président de la République l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, il nous a écoutés et il nous a demandé de lui laisser le temps pour qu'il s'imprègne des documents qui lui ont été laissés et puis que nous retrouvions à un autre moment pour échanger davantage sur le contenu. C'est ce qui a été fait aujourd'hui et il a pris le temps de nous écouter. Nous l'avons aussi écouté, mais le plus important, c'est qu'il a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir la mise en œuvre de cette initiative. La réunion a tourné autour de 2 points. Le premier, c'est le rapport d'information de notre phase de consultation qui avait été menée. Nous avons évalué ensemble les points forts et les points faibles. Et le deuxième point, c'est que il a décidé de mettre en place une équipe qui va travailler avec nous pour voir ce que seront les prochaines étapes. Bien avant cela, le président de la République a reçu le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major et commandant de l'armée ougandaise. En séjour de travail à Kinshasa depuis le vendredi dernier, dans le cadre de l'évaluation de l'opération militaire conjointe FRDC-UPDF avec son homologue congolais, le général Jules Banza Mouilamboué, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, a profité de son passage dans la capitale congolaise pour présenter ses civilités au président de la République, commandant suprême des forces armées. Les avancées significatives enregistrées pour une paix durable dans l'Est de la RDC avec les négociations RDC-Rwanda soutenues par les USA et le Qatar, considérées comme l'exaucement de prières formulées tout puissant par le chrétien congolais. Telle est l'interprétation faite par le président de la plateforme de confession religieuse en RDC, Rodé Panda.
L'accomplissement des choses spirituelles dans le monde des sens se vérifie aussi de manière spirituelle. La CIME, Commission d'intégrité et de médiation électorale, à travers son président, l'archevêque Évariste Ejibayamampia, président des confessions religieuses et représentant légal de l'Église de Réveil au Congo RC, confirme la réponse de Dieu en faveur de la RDC pour la paix et appelle toutes les couches sociales de soutenir le processus des accords qui se traitent aux États-Unis d'Amérique et à Doha au Qatar. À ma qualité de président de la plateforme des confessions religieuses, je nous adresse tous au message. Le moment est à l'unité et à la prière. Prions pour que la résolution 2773 des Nations Unies soit d'application. Le 31 mai, nous avons prié. Dieu nous a exaucés. En début du mois de juin, la République démocratique du Congo a été acceptée d'être de vice-président à l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre. La République démocratique du Congo, notre pays, a été élu membre non permanent du Conseil de sécurité. Nous demandons que tous nous puissions être en prière, que le deal entre les États-Unis et la RDC soit signé. Car par ce deal, nous avons la possibilité de la sécurité, le retour de la paix et le développement pour notre pays. Que l'Éternel Dieu bénisse les institutions de la République démocratique du Congo, que l'Éternel Dieu bénisse toutes les nations qui soutiennent la souveraineté de la République démocratique du Congo. Quand nous sommes unis, nous vaincrons. Changeons carrément de chapitre pour parler de cette pierre précieuse qui nous fascine tant, le diamant naturel. Plus qu'un bien de luxe, c'est aussi un outil d'émancipation économique. Au-delà de nos frontières, la RDC s'engage pour la relance mondiale du diamant naturel. Le pays a pris part à la table ronde ministérielle internationale sur le diamant naturel organisée à Luanda en Angola. Du 17 au 19 juin 2025, la République démocratique du Congo a pris part à la table ronde ministérielle internationale sur le diamant naturel, organisée à Luanda, capitale de l'Angola. Une rencontre de haut niveau qui a réuni le ministre de Mines de plusieurs pays africains, aux côtés de plus grands noms de l'industrie diamantaire mondiale. La RDC y a été représentée par son Excellence M. Kizito Pakabomba Kapinga, ministre de Mines, porteur d'un message fort, redonner tout son éclat au diamant naturel africain. Dans un contexte marqué par la montée en puissance du diamant synthétique et la baisse de la demande mondiale, la RDC appelle à une stratégie collective pour défendre la valeur authentique et l'impact social du diamant naturel. Aux côtés de l'Angola, du Botswana, de la Namibie et de la Sierra Leone, la République démocratique du Congo a signé le Luanda Accord, un engagement inédit en faveur de la relance du diamant naturel à l'échelle internationale. Ces protocoles prévoient la création d'un fonds mondial financé à hauteur d'1% des revenus issus de la vente de diamants bruts et destiné à soutenir une grande campagne de communication mondiale. Avec une vision claire, une volonté affirmée et un engagement fort, la RDC entend redéfinir l'avenir du diamant africain. En bref et en image, ce 22 juin est une date incontournable pour parler du don d'organes et la greffe, une journée de reconnaissance aux donneurs. 5 à 7 personnes dans le monde peuvent bénéficier d'une greffe d'organes vitales pour chaque donneur décédé prélevé. Selon le statistique, près de 10 000 nouveaux patients sont inscrits en liste d'attente chaque année. L'évolution de la science paraît un espoir pour de patients en attente. En RDC, 300 machines de dialyse et 60 centres de santé mobiles pour améliorer la qualité de soins de santé en RDC, annoncé dernièrement par le ministre de la Santé. Je le disais à l'ouverture de cette édition, avec ses 5000 étalages de restaurants de 200 places, chambres froides, magasins et dépôts, le marché Zando demeure le plus important de Kinshasa, la capitale. De travaux avancent à pas de géant. Dans 3 mois, ces lieux de négoce sera opérationnel dans sa forme New Look. Le député provincial et le gouverneur Daniel Bumba Lubaki étaient sur terrain.
À quand la fin des travaux du marché central de Kinshasa et à quand son inauguration, la population de Kinshasa demeure impatiente. Hasard des agendas, la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Germaine Chinyama Nzolantima, assistée de membres du bureau, les rapporteurs et les questeurs d'un côté et les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, de l'autre, étaient descendus sur le terrain. Loin d'être un geste protocolaire, cette visite technique s'inscrit dans la démarche du leadership incarné et engagé pour palper les réalités et évaluer l'évolution des travaux visiblement presque terminés. Toute l'équipe des élus de Kinshasa et l'exécutif provincial a parcouru tous les compartiments de ces grands lieux de négoce en forme de bâtisse. La fiche technique renseigne que les travaux ont atteint 80% des réalisations et l'inauguration interviendra dans un bref délai de plus ou moins 3 mois pour répondre aux vœux du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui tient à soulager le calvaire de la population commerçante de Kinshasa. Les acclamations enthousiastes des commerçants et riverains s'accompagnent aussi des réclamations à l'approche des autorités provinciales sur les conditions exigées pour obtenir un étalage. Techniquement, déjà à 90%. Nous avons constaté que les travaux ont atteint plus de 80%. Dans peu de temps, nous devons autoriser à la population d'occuper le marché central. Il faut topper sa go, batuba kokota zando, bateka na conditions modernes. Dans une atmosphère empreinte de chaleur populaire, la vice-présidente a rappelé l'importance du rôle des assemblées provinciales dans les contrôles citoyens des politiques publiques, les suivis dans la gouvernance et les réalisations, notamment en matière d'infrastructure et aménagement urbain. Comme chaque dimanche, il est maintenant temps que je vous parle de la semaine du président. La situation sécuritaire, économique et politique au Sud Kivu a été évoquée lors d'un entretien entre le garant de la nation et le gouverneur de la dite province de la RDC. Le chef de l'État a présidé la 48e réunion ordinaire du Conseil de ministres. Félix Tshisekedi a aussi échangé avec le président de la commission de la CEAC. Voici le résumé de la semaine du président commenté par Pierre Kibambi Somoué. Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, a été reçu en début de semaine à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En compagnie du ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga, da Piedade a indiqué qu'il s'est agi d'une séance de travail découlant de la volonté de chefs d'État et de gouvernement de la CEAC d'organiser une réunion de haut niveau à RDC afin de trouver une solution idoine à la situation de la transhumance en Afrique centrale. Convaincu de la nécessité d'organiser ces travaux à RDC, le chef de l'État a insisté sur la poursuite des travaux préparatoires en vue d'une meilleure organisation de la rencontre. La situation sécuritaire, économique et politique au Sud Kivu était évoquée au cours de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu au cours de la semaine avec le gouverneur de cette province, Jean-Jacques Pouroussi. Nous avons échangé sur l'évolution de la situation de la ligne de front et des conditions de travail des forces de sécurité, a indiqué le chef de l'exécutif provincial, rassurant que les forces régulières de la RDC se comportent très bien sur le front avec l'appui des patriotes Ouazalendo. Bientôt, la guerre sera derrière nous grâce à nos forces de défense et de sécurité et à la diplomatie offensive du président de la République, a souligné le gouverneur du Sud Kivu. Il a lancé un message de réconfort à la population de sa province et celle du Nord Kivu, victime de la cruauté des terroristes de l'AFC M23 et de l'armée rwandaise. Ma province est en train de constituer des éléments en charge pour traduire les responsables rwandais et leurs complices impliqués dans ces atrocités à la Cour pénale internationale, a dit le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi. La 48e réunion du Conseil des ministres s'est tenue le vendredi à la Cité de l'Union africaine sous la haute direction
du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous les membres du gouvernement présents à Kinshasa et les directeurs de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo ont pris part à cette rencontre hebdomadaire. La situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique au pays, l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange, la signature du mémorandum d'entente pour le renforcement de la coopération agricole entre la République démocratique du Congo et la Chine figuraient parmi les points à l'ordre du jour de la 48e réunion du Conseil des ministres. Si le monde a célébré cette semaine la journée de l'enfant africain, le prétendu massacre à Moba a alimenté l'actualité de la semaine. Une campagne de sensibilisation menée pour inciter le conducteur d'obtenir le permis de conduire. Ces titres ont marqué votre semaine. Joséphine Liondo. Ce peut être le bout du tunnel d'une crise sécuritaire dans la région des Grands Lacs voici plusieurs décennies. Un pas décisif vient d'être franchi pour la paix dans l'est de la RDC. Les experts rwandais et congolais ont paraphé un document préparatoire à un accord de paix sous l'égide des États-Unis. Cet accord préliminaire sera soumis à la validation du ministre des Affaires étrangères de ces deux pays. Cela une des médias pendant la semaine et qui ouvre la fenêtre de la semaine en 5 minutes. 9e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la région des Grands Lacs en vue de la présidence par la RDC. Le rapport des travaux a été soumis à la chef du gouvernement. Autre fait et non le moindre, il s'agit d'un prétendu massacre de 318 personnes dans les territoires de Moba et le porte-parole de FRDC a démenti cette annonce. À l'origine de cette nouvelle, l'élu du Tanganyika a reconnu qu'une erreur a été commise lors de l'interprétation des données transmises au président de l'Assemblée nationale. La Cour des comptes a lancé les missions d'audit dans les entités émergentes du budget annexe du pouvoir central, notamment les hôpitaux et les établissements d'enseignement supérieur et universitaire. La production du nouveau passeport biométrique est effective en RDC. Ce document identitaire a été octroyé à certains demandeurs qui ont rempli toutes les recommandations requises. Un autre document à avoir avant le 30 juin prochain, c'est le permis de conduire biométrique avec puce. Le ministre provincial des Transports et Mobilité de la ville a sensibilisé les usagers routiers. Et pour clore ces flashbacks de la semaine, la RDC a célébré lundi 16 juin 2025 la journée de l'enfant africain sous le thème « Planification et budgétisation des droits de l'enfant progrès depuis 2010 ». Cette année, le ministère du Genre, Famille et Enfants et l'UNICEF a plaidé pour les allocations de fonds face aux problèmes auxquels sont confrontés les enfants de la RDC. C'est temps après le bac censé permettre la traversée sur la rivière Kwilu dans le territoire de Kaemba, toujours introuvable. La population continue de chercher des astuces pour traverser d'un bout à l'autre, souvent sans gilet de sauvetage. Enfants, femmes et hommes exposés aux noyades, c'est un dossier signé Lucie Lavichi-Senda et Patrick Kachala. Kaemba, un des 5 territoires de la province du Kwango, situé à un peu moins de 1000 km au sud-est de Kinshasa, avec une population de plus d'1 million d'habitants, connaît de sérieuses difficultés de développement, notamment des infrastructures. La route principale est dans un état de délabrement très avancé. Nous n'avons pas d'eau potable. Il nous faut un forage. De Kaemba cité vers d'autres secteurs comme Bindu ou Bangu à plus ou moins 90 km, c'est un véritable calvaire. Il y a sur le parcours la rivière Kwilu a traversé. Le bac qui fonctionnait depuis des lustres est tombé en panne depuis 2018. Environ 7 ans d'attente d'un nouveau bac qui n'arrive toujours pas. La cité de Kaemba elle-même, le chef-lieu du territoire de Kaemba, la commune rurale de Kaemba, est coupée de secteurs et chefferies qui constituent le territoire de Kaemba. Cela est dû à l'état des routes, l'état des ponts
et l'absence de bac dans certains coins. Depuis 2019, il y avait le programme de 100 jours du chef de l'État et à ces programmes, il avait été affecté à Kaemba 2 bacs, dont l'un pour la rivière Kwilu à Chakahamba. Il y avait un autre bac qu'on devrait installer sur la rivière Kwenge et c'est là pour permettre aux gens d'accéder au secteur de Koulinji. Mais il s'est posé un problème. Il y a un bac qui a pris une destination inconnue. Mais l'autre bac qui reste, il est destiné à Chakahamba Bumba. D'après les contacts que nous avons eus avec les autorités de l'Office des routes, que l'Office des routes n'avait pas de moyens pour déployer ces bacs, ces coques de bacs qui se retrouvent à Kikwit jusqu'aujourd'hui. Pendant que Kaemba attend l'acheminement du coq de ces bacs, l'Office des routes traîne les pas. C'est pourquoi nous plaidons avec tout ce que nous avons comme moyens. En tant que parlementaires, nous avons contacté la direction provinciale de l'Office des routes, la direction des matériels flottants de l'Office des routes et la direction générale même. Nous avons pu obtenir les devis et ces devis ont été collectionnés par la direction générale qui a adressé une correspondance au ministère des ITP et au FONER pour demander à ce que les moyens soient mis à leur disposition afin d'installer ces bacs. Voilà où nous en sommes. Mais actuellement, la situation laisse à désirer. La population de Kaemba est terrée dans la cité de Kaemba. Les véhicules ne peuvent plus accéder dans le secteur de Bangou, dans la chefferie de Mamouchiko. La population de ces secteurs garde leur foi dans le plaidoyer du député national Victor Bintou Tchangata parce qu'il y a peu, ces contrées ont été reliées au reste du monde par l'installation d'une antenne d'un réseau de communication grâce à un autre plaidoyer mené par ce digne représentant. Nous disons un grand merci à l'honorable pour la communication et ce geste restera gravé dans le cœur de tous. Le territoire de Kaemba n'a pas été oublié dans le programme phare du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, PDL 145 territoires. Quel est l'état d'exécution des travaux des infrastructures prévues? Je suis dans la commission ATI-NTIC, commission aménagement du territoire, qui pratiquement s'occupe aussi des travaux du ministère du Plan qui est chargé de l'exécution du programme PDL 145 territoires. Le ministre du plan nous avait reçu par caucus en présence des agences d'exécution. Il nous avait été dit que les fonds étaient débloqués pour la totalité des travaux, pour Kaemba par exemple. Mais nous avons des informations selon lesquelles l'état d'avancement avoisinerait les 80%. D'après ce que je vis, c'est contraire à ce que l'on déclare parce qu'il y a des bâtiments qui sont jusque-là au niveau de la fondation et la situation est restée au statu quo depuis mars 2024 jusqu'aujourd'hui. Au regard de ces nombreuses difficultés, la population de cette partie du pays attend beaucoup du gouvernement souminois. Partons à présent à la découverte de la place de chômeurs. L'idée paraît insolite, mais il s'agit d'un endroit réel. Ici, à Kinshasa, réunissons de chômeurs en quête d'un travail stable pour nouer le debout du mois, une invention made in DRC. Joséphine Liondo. Un nom surprenant, mais un lieu bien réel. La place de chômeurs existe bel et bien à Kinshasa depuis plusieurs années. Située à la place Arma Congo au croisement des avenues Plateau et du marché, dans la commune de Gombe, elle est devenue un point incontournable pour les travailleurs en quête d'emploi. Nous les chômeurs, on occupe cet espace depuis Kasavubu et nous avions créé une structure appelée Groupe des ouvriers des travaux urgents. Quand quelqu'un a besoin de nous, notamment des travaux urgents, il peut faire appel à nous autres. Il y a plusieurs catégories de métiers ici. Des peintres, des maçons, des plombiers et électriciens, des chauffeurs et autres. Moi qui vous parle, je suis ingénieur. Chaque jour, ces ouvriers, pour la plupart des journaliers dont l'âge varie entre 30 et 78 ans, se réunissent ici dans l'espoir de décrocher un travail. Nous sommes nombreux, plus de 80 personnes, et d'autres se moquent de nous. Et quand vous faites allusion à tout ça, vous risquez de ne rien avoir dans la finalité. Bien au-delà de cette quête permanente d'emploi stable, ces demandeurs ont réussi à enraciner
une véritable solidarité. Ils s'organisent pour faire face aux imprévus, qu'il s'agisse d'un deuil ou des risques liés à leur activité. Nous prenons des risques énormes, jusqu'à monter parfois beaucoup plus haut. Mais on n'en peut rien, de peur que nous puissions rentrer bredouilles à la maison, même pas un petit rien, pour prendre le transport en commun. Et cet argent m'a permis d'acheter une petite parcelle. Cet même argent m'aide pour le transport. Formés et expérimentés, ces ouvriers qualifiés proposent leurs services pour tous travaux urgents en fonction du rapport qualité et prix. Cependant, ils lancent en chœur un message sous forme d'un plaidoyer pour l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer plus d'investissements dans les pays. Nous allons souffler la culture congolaise et aussi ces lieux de divertissement connus sous ces noms bar ou nganda, de lieux qui ont permis la promotion de la musique congolaise, par exemple 1, 2, 3 sur enseignement pour le grand Franco Luambo Makadi, le village Molokai à Kandakanda, à Matongé, ou le Kourou Bakala Diakouba. Di Papa Wemba faisait le show, ou encore Zeka Bar qui a agrémenté le film La vie est belle. La chronique de ce soir vous parle de ces différents espaces culturels qui ont fait les beaux temps de la musique congolaise. Mamie Lela. Le constat est difficile à accepter. La plupart de ces bars célèbres comme Quiste Bar, chez Cassien, chez Laba, Parafifi, Maelika, Le Faubourg, le restaurant du Zoo, Yamposa, Kiton Maillard, Vis-à-vis, Pergola, Tété Casas et j'en passe, la plupart n'ont pas résisté à l'usure du temps et au développement démographique de la ville. Impossible de renseigner les mélomanes sur le vestige de ces endroits qui ont pourtant été fredonnés par des musiciens dans quelques-unes de leurs chansons à succès. Et pourtant, quelques-uns, à l'image de l'espace 1, 2, 3, là où Luambo et les siens ont évolué, VV Saint-Terre ont pu survivre face à l'adversité de la modernité, un peu comme le Colisée à Rome. Ces endroits ont été pendant très longtemps des espaces d'ambiance de Kinlabel. Depuis les années 40, il y a eu des bars qui ont laissé des traces dans l'histoire de la musique et de notre pays. Avant, c'était des Nganda Matoko. Il y a eu un Ghanéen, un Costman, qui s'appelait Djokoto, qui a créé le premier bar, Djokoto Bar, sur Kato numéro 100. Une page se referme et une autre s'ouvre avec d'autres espaces qui continuent et pourtant avec la même valeur artistique et la même intensité. Et ils ont repris le flambeau de ces endroits culturels qui existaient à l'époque pour la promotion de notre musique. Mais entre-temps, il y a certains espaces luxueux qui ne permettent pas à tout mélomane de s'y rendre. C'est pourquoi, pour approcher les mélomanes des sonorités envoûtantes de la rumba congolaise, la musique congolaise se joue désormais dans les terrains de football, dans les écoles, à la faveur des différentes kermesses qui s'ouvrent ici à Kinshasa. Cette proximité rapproche ainsi les amoureux de la bonne musique congolaise qui reste un tout, mais aussi un atout des premières heures dans notre pays. Fête de la musique de génération en génération. À ce jour, les réseaux sociaux ont pris totalement une part active dans la promotion de la musique. Producteurs, mélomanes et artistes musiciens ne peuvent plus s'en passer. De la bonne musique pour vous qui nous a permis de souffler un peu. La chronique est liée à la célébration hier, le 21 juin, de la célébration de la fête de la musique. Dans le reste de l'actualité, plusieurs infrastructures sortent de terre dans le nord Ubongi dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires. Les élus de cette province étaient chez le vice-premier ministre du plan pour vérifier le niveau d'exécution et ce qui reste à faire.
Cet entretien du vice-premier ministre, ministre du Plan, Guilé Niembo, et les élus sénateurs du Nord Ubangi a porté essentiellement sur l'état d'avancement des projets en cours dans les 4 territoires que compte cette province dans le cadre du programme de développement local PDL 145 territoires. Les élus nationaux sont allés s'enquérir des progrès réalisés, des défis persistants ainsi que les perspectives pour l'achèvement des travaux dans les délais prévus. Nous avons effectivement pu obtenir certains chiffres ou certains taux de réalisation, notamment sur les centres de santé ou les écoles qui ont été déjà construits dans les territoires. Nous attendons maintenant aussi certaines documentations qui nous permettra effectivement, comme vous savez, à la rentrée de la session parlementaire de septembre, nous avons un rapport parlementaire à effectuer. Nous pourrons donc effectivement alimenter ce rapport avec les échanges que nous avons pu obtenir avec le vice-premier ministre, ministre du Plan, quant à la problématique du PDL 145 territoires. De son côté, le VPM du Plan a réaffirmé l'engagement du gouvernement à conduire les PDL 145 territoires à bon port, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de doter chaque territoire de la RDC des infrastructures sociales de base. Il a également salué l'implication de parlementaires dans le suivi de proximité de ces programmes stratégiques, gage de la redevabilité et d'efficacité. Cette rencontre s'inscrit donc dans la dynamique de concertation continue entre le gouvernement central et les élus des territoires pour une mise en œuvre transparente et participative. Le Fonds pour l'inclusion financière a organisé une table ronde autour de l'inclusion financière de déplacés de guerre et réfugiés internes après discussion et échange d'expériences pour bien implémenter ces maillots vers l'autonomisation de ces personnes vulnérables. De conclusion de ces tables rondes seront confiées au gouvernement de la RDC. En République démocratique du Congo, des stratégies sont en gestation pour offrir des services financiers aux déplacés et réfugiés internes pour leur autonomisation financière. Il a été démontré au cours des différentes interventions de cette table ronde que les réfugiés et déplacés de guerre sont des acteurs économiques à part entière. La table ronde ici, elle est utile pour qu'il y ait une coordination, pour que ceux-là qui se déplacent soient intégrés dans les tissus de développement économique de notre zone. Et quand ils sont inclus financièrement, ils ont la capacité de générer, de produire, ils ont la capacité de créer de la richesse. Les participants, les PAM, le HCR, la CNDH, la BCC, la CNR et autres institutions n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du FPM pour l'organisation des travaux de cette table ronde à Kinshasa. Près de 8 millions de réfugiés congolais depuis cette guerre d'agression et tout ce qui s'ensuit actuellement avec les clashs à l'est du pays. Vous voyez que nous avons une population qu'il faut absolument encadrer. Je salue cette initiative au nom de la CNDH et nous allons apporter notre contribution. La feuille de route sortie de ces travaux sera soumise à l'approbation du gouvernement congolais. Il y a une feuille de route qui est proposée, que ce soit côté offre, c'est-à-dire les institutions financières, côté demande, les réfugiés et personnes déplacées, les régulateurs, l'État, et les bailleurs de fonds, les organisations d'appui, et nous avons compris que les outils existent déjà et testés dans d'autres pays. Il est juste question que le gouvernement congolais puisse vraiment nous aider à valider les mécanismes tels que proposés. En visioconférence, les participants de l'Organisation internationale du travail ont soutenu l'idée d'intégrer les déplacés de guerre et les réfugiés internes dans les stratégies nationales de l'inclusion financière et d'accompagner cette initiative du FPM pour l'autonomisation financière effective de ces communautés vulnérables. Autre titre d'ici soir, la Régie des eaux a présenté son rapport sur l'état financier pour l'année fiscale 2024. Serge Merlemata. Ces rapports, présentés en toute transparence en vertu du principe de la redevabilité envers les peuples congolais, fournit des informations quantitatives et qualitatives détaillées, les difficultés auxquelles la régie des OSA est confrontée actuellement. Directeur général, la régie des OSA, David Chulumba Mutumbu, a indiqué que l'exercice 2024 a été marqué par quelques avancées significatives. Cependant, les coûts de production est de loin supérieur au prix des ventes, ce qui crée un déficit pour cette entreprise du portefeuille de l'État. D'où cet appel des autorités de la régie des OSA au changement de l'approche et à la participation de tous
à des actions plus soutenues. Question d'aider la régie des ESA à rétablir son équilibre d'exploitation et financier. En parallèle, la régie des ESA compte optimiser son efficacité opérationnelle à travers la digitalisation et la diversification de ses activités, notamment l'installation de compteurs intelligents, la construction de sa propre usine de fabrication de tuyauteries et autres accessoires de plomberie dans la zone économique spéciale pilote des Maluku. Ajouter à cela son unité de production d'eau en bouteille et des panneaux solaires. Nous avons un devoir de redevabilité sur notre gestion, sur ce que nous faisons avec l'argent des abonnés et bien sûr les investissements de l'État. Pour que les abonnés puissent comprendre c'est quoi nos difficultés, pour que l'État puisse comprendre également pourquoi nous posons certains problèmes à l'État. Or, ce que nous produit à travers la République est à moins de 20%. Donc nous devons nous prendre en charge pour changer la donne. Cette cérémonie a connu la participation des experts de la présidence et de la primature, des élus nationaux et sénateurs, représentants des institutions de la République et la société civile, ainsi que cadres et agents de la régie des ESA. L'arrêté interministériel portant sur la taxation de carburant terrestre et d'aviation est en train d'être vulgarisé auprès de concernés miniers, douaniers et pétroliers réunis pour échanger autour de cet arrêté à Lubumbashi. La signature de cet arrêté interministériel portant taxation de carburant terrestre et d'aviation vient d'innover le paysage économique national de la RDC. Par cet arrêté, le gouvernement congolais entend réguler le secteur de taxation de carburant, à savoir l'essence, le mazout et le kérosène. Les entrepreneurs du secteur pétrolier de la Fédération des entreprises du Congo, le minier ainsi que le représentant de la Direction générale de douane Assis se sont imprégnés de cet arrêté. Felici Dibi, sous-directeur de produits pétroliers à la DGDA, en donne la quintessence. Cet arrêté qui vient bouleverser l'habitude dans nos rapports de tous les jours et changer la procédure qui sera désormais applicable au traitement de produits pétroliers par vous et nous. Le présent arrêté vient, par souci d'équité fiscale, réglementer le secteur pour reconnaître aux sociétés commerciales importatrices de produits pétroliers la qualité de fournisseurs de carburant aux sociétés minières par le biais de contrats de fourniture et aux sociétés minières la qualité de débitrice de charges fiscales. Le ministère de Finances, qui a dépêché son conseiller, M. Songololo, a annoncé qu'une équipe de la brigade inspectera le station-service et les entreprises minières pour vérifier la conformité des normes. La situation de carburant et la structure de prix avant et après cet arrêté a été brossée par M. Filombe, sous-directeur en charge des huiles à la DGDA. Rappelons que cet arrêté a été signé le 10 mai dernier, conjointement par le vice-premier ministre en charge de l'économie, le ministre de Finances et son collègue des hydrocarbures. Hier samedi, et puis ces titres avant de nous quitter, dans le Kwilu, le ministre d'État en charge de l'agriculture a échangé avec le gouverneur de province, le pourquoi avec Marie-Pascale. Je suis avec Dominique Tremblay, il est conseiller pédagogique et spécialiste en sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques. Bonsoir et bienvenue, c'est vous, notre invité de ce soir. Bien, merci. Avec vous, nous allons discuter du programme Double Diplomatie congolaise et canadienne offerte aux élèves. Dites-nous en quoi consiste et quel est l'intérêt de suivre un tel programme. Oui, c'est un programme qu'on offre à la CITEC maintenant depuis 2024 et c'est un programme où les élèves qui étudient à la CITEC, l'Académie des sciences et technologies, peuvent obtenir le diplôme congolais et à la fois obtenir aussi le diplôme d'études secondaires canadien. Donc, c'est un atout pour les élèves qui voudraient peut-être faire des études à l'étranger, à l'avenir, ou qui veulent mieux connaître la culture canadienne. Donc, nous offrons une option qui permet à ces élèves de ne pas avoir à faire les deux diplômes au complet, parce que notre partenaire canadien, Idée Éducation entrepreneuriale et le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, ont travaillé pour créer des équivalences de cours, ce qui permet à l'élève de compléter sa diplomation avec quelques ajouts, mais sans avoir à refaire au complet un diplôme secondaire canadien. Et l'Académie travaille en collaboration ou en partenariat avec d'autres universités canadiennes? Oui, donc l'Académie des sciences et technologies, on travaille
principalement en partenariat avec un conseil scolaire, qui est une organisation rattachée au ministère de l'Éducation au Canada, plus précisément dans la province de l'Ontario. Et ce conseil scolaire permet, lorsque les élèves terminent leur diplôme d'études secondaires, va faciliter les applications parce qu'ils le font déjà pour leurs propres élèves canadiens. Donc, ils connaissent bien comment fonctionnent les rouages pour postuler dans les universités canadiennes. Donc, l'élève va avoir l'aide d'un orienteur scolaire pour l'aider à remplir les demandes d'admission. Et puis, cette autre question qui revient souvent quand on parle de l'éducation, la différence entre une école communautaire entrepreneuriale et une école traditionnelle. C'est quoi cette grande différence entre les deux concepts? Oui, donc c'est vraiment parce qu'on veut des élèves qui sont initiateurs. On veut que l'élève soit autonome et prenne des initiatives. Donc l'élève au centre de sa formation. L'élève est au centre de son apprentissage. Au lieu de tout simplement recevoir, l'élève va constamment initier ses propres projets, se poser des questions, travailler par enquête. Et nous, ce qu'on dit, et ça c'est grâce au travail de ID Éducation entrepreneuriale au Canada, on veut que l'élève soit un initiateur, un gestionnaire et un réalisateur de son apprentissage. Dans tous ces projets, l'élève va démarrer le projet, va en assurer la gestion, le respect des échéanciers, s'assurer qu'on utilise les ressources efficacement. Et ensuite, bien, l'élève va réaliser son projet, ce qui le prépare mieux pour l'avenir, où dans le marché du travail, il va devoir faire toutes ces tâches, tous ces rôles. Très intéressant comme approche, mais ces questions avant de terminer. Comment l'Académie de sciences et technologies incarne-t-elle le principe d'une école communautaire entrepreneuriale consciente dans son programme scolaire? Aussi le vécu, il faut aussi poser des questions, le vécu entre les enseignants et les élèves au sein de votre académie. Oui, donc on le voit régulièrement avec nos élèves. Lorsqu'on entre à la CITEC, on voit des projets qui ont été créés par des élèves. Et ça, je pense que c'est beau de voir ça parce que les élèves n'attendent pas que l'enseignant demande un projet et ça, on le voit au jour le jour. Et quand on parle d'entrepreneuriat conscient, on veut que les élèves se posent des questions, voient les défis, les problématiques qui existent dans la communauté et décident d'agir pour aider la communauté, supporter les gens qui sont autour d'eux. On veut que nos élèves aient beaucoup d'empathie aussi avec la société et les gens qui les entourent. Et c'est pourquoi on invite les parents à nous joindre à la CITEC. On a notre numéro qui est le 09 75 123 456. Évidemment, campus à Macampagne. Et nous avons aussi le campus à Pigeon 41 Kananga, l'avenue Kananga à Pigeon. Donc, on espère que les parents vont prendre profit de cette opportunité d'obtenir le diplôme canadien et le diplôme congolais grâce à notre double diplomation et notre éducation entrepreneuriale consciente. Merci, M. Dominique Tremblay. Je rappelle que vous êtes conseiller en pédagogie et spécialiste en sciences technologiques, ingénierie, arts et mathématiques. Merci d'avoir passé à la RTNC. Bonne soirée à vous et bonne suite, bonne chance à vous. Merci beaucoup. Le ministre d'État en charge de l'agriculture était chez le gouverneur du Kwilu. Le pourquoi dans ces récits de Marie Kalong. Préparatif 13e conférence des gouverneurs dans la province agro-pastorale du Kwilu. Les autorités provinciales s'impliquent pour une bonne organisation. Le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu a échangé avec le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Muchaïl-Moutom, sur son implication dans cette activité. Nous étions tous surpris de la décision prise par le chef de l'État qui avait arrêté que la 13e conférence se passerait dans le Kwilu au mois de décembre ici. Et sachant que le ministre est dans la ligne de conduite du chef de l'État, nous avions souhaité le rencontrer pour le féliciter de tout ce qu'il fait déjà jusque-là et pourquoi ne pas venir travailler chez nous dans le Kwilu. Juste après, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Muchaïl-Moutom, a échangé avec le gouverneur du Nord Ubangi, Jean Bosco Kotongo, qui voulait en savoir un peu plus sur la répartition de l'enveloppe budgétaire dans le secteur agricole en ce qui concerne sa province. Et puis, le site de Lombo dans le Congo central va servir de cadre pour la production des semences en RDC. Un mémorandum d'entente a été signé entre la société indienne et le ministère de l'Agriculture. Alors, nous avons ici la société Habitat qui vient de l'Inde avec son CEO, M. Demander,
Ils sont venus pour signer un MOU avec le ministère de l'Agriculture qui a mis à leur disposition le site de Lombo dans le Congo central. Donc au mois de septembre, il y a la première saison qui démarre avec la production des semences. Ils l'ont déjà fait au Bangladesh, ils l'ont fait en Vietnam. Pour eux, le premier au Nigeria aussi. Le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Muchail Mutombe, ne ménage aucun effort pour la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le secteur agricole. Madame, Messieurs, voilà tout pour votre journal magazine de ces dimanches. Un journal coordonné par Erudis Kitutu, réalisé par Alain Njeka et Yolande Voka, assisté de Joséphine Liondo et Didier Diaoué, ainsi que Alain Sodi. À toutes et à tous, bonne soirée et bon dimanche. À très bientôt.